C'est un plaisir pour moi de venir discuter avec vous, vous présenter cet ouvrage qui concerne la ville de Troyes. Et c'est la première fois que je le présente à Troyes. Donc je suis bien contente d'être là. Et c'est aussi pour moi la première fois que je le présente à un public non universitaire, parce que je suis déjà passée dans des séminaires. Bon, il est sorti en mai, donc c'était il n'y a pas très longtemps. Mais je n'ai pas encore fait vraiment de conférences un peu grand public sur cet ouvrage. Donc voilà, je suis contente aussi de vous en parler et de pouvoir aussi répondre ensuite aux questions. Voilà, donc je vous remercie encore les archives départementales de l'Aube pour m'accueillir. Et puis, on y va. Donc, je pars de cet ouvrage. En fait, je vais vous présenter un petit peu l'ouvrage, d'où il est parti, quelles sont les questions qu'il soulève, quels sont un petit peu quel suivi de l'histoire troyenne du XIIIe au début du XVIe siècle, donc à la fin du Moyen-Âge, et puis aussi les quelques points qui sont, selon moi, vraiment spécifiques à la ville champenoise et qui me semblent particulièrement intéressants. Alors, Troyes, une ville en ses archives. Alors, comme l'indique le titre, cet ouvrage porte sur l'histoire de la ville de Troyes à la fin du Moyen-Âge, vue à travers ses archives. Bon, vous allez me dire, comme tout ouvrage d'historien, c'est-à-dire une histoire fondée sur les archives. Pas exactement. Ce n'est pas exactement mon but, car en fait, je suis partie, donc dans la thèse de doctorat qui a mené à ce livre, sur une étude des archives en elles-mêmes. Donc leur contenu, qui avait déjà été quand même vu en partie, mais aussi leur production, leur nombre, leur forme, leur classement, leur utilisation, leur conservation à l'époque. Donc il ne s'agissait pas seulement d'étudier la ville à travers les archives, mais d'étudier les archives comme discours sur la ville, ce qu'elle nous disait sur la ville à cette époque-là. C'est un point de vue un petit peu différent. À vrai dire, c'est un point de vue qui, aujourd'hui, est pris par un certain nombre d'historiens. C'est un champ de recherche assez dynamique aujourd'hui en histoire, l'histoire de l'écrit, l'histoire des documents, pour comprendre, qui cherchent à comprendre la valeur de l'écrit à l'époque, pour leurs contemporains. L'idée étant que si on comprend bien à quoi servaient les documents à l'époque, nous, en tant qu'historiens, et puis en tant aujourd'hui comme du XXIe siècle, mes femmes du XXe siècle, on les comprendra aussi mieux. Alors, cette perspective, donc avec des petites archives, cette perspective est une perspective assez récente, puisque l'histoire des villes à la fin du Moyen-Âge et dans laquelle je m'inscris a connu plusieurs moments. Donc, on peut partir des années 1980, où les villes, alors vraiment du Royaume de France à la fin du Moyen-Âge, étaient au cœur des interrogations sur la construction de l'État. Alors, fin des années 80, on est dans le contexte de la décentralisation, on est dans le contexte de la décolonisation, donc on se pose beaucoup de questions sur la construction de l'État et sur la place des villes dans cette construction de l'État et dans cet État. Et le dialogue entretenu entre les villes et les pouvoirs, et principalement le pouvoir royal. Ce qui est sûr, et ça on va y revenir, c'est que la fin du Moyen-Âge est une époque où les villes entretiennent un dialogue très soutenu avec les différents pouvoirs, et notamment avec le pouvoir royal. Dans les années 2000, on a un petit peu un changement de point de vue, changement de point de vue qui est influencé en fait par l'essor des nouveaux moyens de communication. C'est toujours en lien évidemment avec ce qui se passe par ailleurs. Et sont explorées les questions de transmission des informations par les acteurs médiévaux. Comment au Moyen-Âge, comment dans les villes, on transmettait l'information. Transmission de l'information qui nous apparaît d'ailleurs comme aujourd'hui la garantie de la légitimité des gouvernants, donc quelque chose de très important pour les gouvernants dans les villes. Tous ces travaux ont abouti à redéfinir les rapports entre gouvernants et gouvernés en renversant l'idée selon laquelle on aurait une opinion publique à cette époque-là qui serait uniquement façonnée par le haut et imposée à des populations globalement passives. Ça, depuis les années 80 et surtout depuis les années 2000,
on insiste sur la participation active des gouvernés, des hommes, des habitants de ces villes, à la construction d'un équilibre politique. On va voir qu'à Troyes, ça a une certaine importance. Dans cette lignée, l'attention à la fabrique des archives permettait d'approfondir encore cette réflexion autour en fait, de la place des villes dans le royaume. Parce que c'est vraiment ce qui se joue au XIVe, XVe siècle, hein, c'est quelle place vont prendre les villes dans l'équilibre du royaume. Il faut bien avoir en tête que les XIVe et XVe siècles sont des périodes, je vais y revenir, de guerre, c'est les périodes de la guerre de 100 ans, et donc des périodes de contrôle renforcé sur les écrits. C'est aussi une période où la documentation conservée va devenir de plus en plus importante et de plus en plus diverse, avec des cartulaires comme on en avait avant, c'est-à-dire des recueils de chartes, mais aussi des comptes, des comptabilités, des registres fiscaux, des minutes, des quittances, des mandements, des formulaires, enfin énormément d'écrits divers qui sont de plus en plus nombreux. C'est le début en fait de la bureaucratisation des institutions et du triomphe de l'écrit tel qu'on va le voir à l'époque moderne. C'est donc une période vraiment intéressante parce qu'on assiste à un peu un changement de paradigme de l'oral à l'écrit, mais là vraiment à l'écrit administratif, à l'écrit bureaucratique, qui peut d'ailleurs faire penser aujourd'hui au changement de paradigme qu'on peut avoir avec Internet, avec la dématérialisation des données. Enfin, on est pour les gens à une période où on se met à avoir de nouveaux référentiels, notamment en termes d'écrit. Donc il faut abandonner, du coup, dans cette optique, il faut abandonner l'idée d'une production naturelle de ces écrits administratifs et s'attacher vraiment à la fabrication et à la conservation de ces documents pour interroger de l'intérieur les institutions et les cadres administratifs. Je me suis donc partant de ce point-là, je me suis intéressée de manière exhaustive à la documentation troyenne. Donc ça c'est après. Bon, je vais y arriver. À la documentation troyenne dans son ensemble, en gros, des XIVe et XVe siècles. Le fonds municipal de la ville de Troyes, qui était alors conservé à la médiathèque du Grand Troyes. Donc en réalité, je suis venue aux archives départementales de l'Aube, mais pas tant que ça. Mais aujourd'hui, vous savez que ce fonds ancien a été transféré, il est ici aujourd'hui, hein, mais il est particulièrement riche et il m'a offert la possibilité de mener cette enquête approfondie sur les liens entre documents et institutions. Il faut savoir aussi, comme préliminaire, qu'à cette époque, la ville de Troyes présente des caractéristiques particulièrement intéressantes dans le royaume. Il s'agit d'une cité qui est intégrée encore récemment au domaine royal. Alors, on n'est plus sous les comtes de Champagne, mais on est encore dans une période de transition, puisque le transfert du comté de Champagne à la royauté, donc s'il a commencé en 1284 avec le mariage du futur Philippe le Bel et de Jeanne de Champagne, vous saurez bientôt tout là-dessus avec l'exposition sur les comtes de Champagne, ce rattachement a pris un certain nombre d'années, hein, et en réalité, il ne se finalise en fait qu'au milieu du XIVe siècle, en 1361, je crois, par plusieurs étapes. Mais donc, au début du XIVe siècle, on est encore dans une phase de transition où, on va le voir, les rois et les officiers s'inscrivent dans la continuité par rapport aux comtes de Champagne. Bon, ben, ils deviennent comtes de Champagne. En fait, c'est le roi de France qui devient comte de Champagne. Donc, on a cet arrière-plan-là. Il faut aussi voir qu'en termes de localisation, Troyes est relativement proche de Paris, ce qui lui permet d'entretenir des liens très facilement notamment avec le roi de France, mais suffisamment éloigné tout de même pour ne pas être dans son aire d'influence directe. Donc ça, c'est aussi une chose importante. Troyes est aussi proche de la Bourgogne, et j'ai repris cette carte que j'ai trouvée, donc une carte de Jacques Provence, où on voit cette fois-ci Troyes non plus par rapport au royaume de France, mais par rapport au duché de Bourgogne, qui est un duché qui va cesser de s'étendre au XIVe et XVe siècle, dans la seconde moitié du XIVe siècle et au XVe siècle. Et vous voyez, Troyes est assez proche, et c'est un lieu, évidemment, avec le conflit avec la Bourgogne, on va en reparler. Ça fait de Troyes un lieu particulièrement stratégique pendant
la guerre de 100 ans, et vous avez tous au moins entendu parler du traité de Troie de 1420. Il a donc eu lieu à Troie, ce n'est pas un hasard. Précisons quand même que les périodes dont je vais vous parler, donc les 14e et les 15e siècles, sont des périodes de grande difficulté pour la ville. En plus alors, du déclin des foires de Champagne, mais ça c'est depuis déjà la fin du XIIIe siècle, il faut aussi compter avec les malheurs du temps, comme on dit à l'époque, les disettes, les épidémies, la peste et la guerre, au moins jusqu'au milieu du XVe siècle. Et donc, épidémie qu'il va falloir aussi, et malheur qu'il va falloir gérer. Donc, c'est une période compliquée où la ville perd pas mal d'habitants. Alors, c'est toujours très compliqué de savoir combien on avait d'habitants. Au XIIIe siècle, Françoise Bibolet, donc j'y reviendrai, estime qu'il y avait environ 10 000 habitants à Troyes. Au début du XVe siècle, on pense qu'ils ne sont plus que 6 000. Donc on aurait une perte avant qu'ils remontent de façon très conséquente à partir de la seconde moitié du XVe siècle. Mais on est dans cette période de difficulté. Tout de même si la ville a quand même perdu de sa superbe depuis le temps de la cour de Champagne, elle a gardé, et ce n'est pas un détail, elle a gardé une élite marchande habituée à se servir des écrits et à diriger ses affaires, voire à diriger les affaires municipales, une partie des affaires municipales. Et plus ça va, et plus je pense que c'est très important, même si je ne l'avais pas forcément vu au début de ma thèse. Alors, autre élément qui m'a conduit à travailler sur ce sujet, les archives de Troyes, municipales de Troyes, qui sont à la fois riches et en même temps saisissables dans leur globalité. Donc ça, c'était intéressant, évidemment, pour faire cette étude. Et elles n'avaient fait jusqu'ici que l'objet de peu d'investigations de la part des chercheurs, à l'exception tout de même, donc c'est pour ça que je lui ai fait une petite slide, à l'exception de Françoise Bibolet, qui a longtemps été conservatrice aux archives, à la médiathèque du Grand Troyes, aux archives municipales, à la bibliothèque municipale, et qui a écrit un grand nombre d'articles sur la ville de Troyes au XIVe, XVe siècle, donc qui évidemment constituent des bases importantes pour ce travail, et une histoire de Troyes, également, que vous connaissez peut-être, très synthétique, mais qui permet d'avoir beaucoup d'éléments. Ce qui était aussi intéressant, et ce qui est intéressant dans la situation de Troyes, c'est que Troyes a une histoire archivistique assez singulière, c'est-à-dire qu'elle n'a pas fait l'objet d'un reclassement archivistique au début du XXe siècle, comme beaucoup des villes, ce qui fait que son fond est aujourd'hui, alors plus peut-être pour très longtemps, mais moi quand je l'ai étudié, son fond est en fait dans l'état où il était au XVIIIe et XIXe siècle. Il a été reclassé, il a été classé depuis le Moyen-Âge et puis jusqu'au XVIIIe et jusqu'au XIXe siècle. Et le classement était resté le même que celui du XIXe, ce qui n'a pas aidé, je pense, à attirer les chercheurs vers Troyes, puisque c'était compliqué même pour avoir l'inventaire détaillé des archives, il fallait le commander en salle de lecture, donc évidemment il n'était pas disponible en ligne, donc je suis sûre que ça a beaucoup joué dans le fait que beaucoup de chercheurs n'ont pas été voir à Troyes ce qu'ils ont été voir ailleurs. Mais ce qui était, quand on étudie les archives, très intéressant, parce que ça permettait de voir comment avaient été classées les archives, parce que ces archives du XVIIIe, XIXe, elles portaient la trace encore des classements médiévaux. Alors je vous ai mis ici une armoire à layette du XVIIIe siècle, donc, qui est à l'hôtel Dieu-le-Comte, mais qui est ici d'ailleurs, non ? Je crois, oui. Parce qu'à Troyes aussi, une grande partie du fond est divisée en layettes thématiques, donc c'était un classement, évidemment, qui aujourd'hui n'est plus celui des archives contemporaines, et ce classement est en train d'être réactualisé, donc voilà. Mais ça m'a permis de partir du classement ancien. Donc ce fond, j'ai du coup analysé toutes les pièces des archives au XIVe, XVe siècle. Donc ici, je vous en ai mis un petit bout de 1350 à 1498, donc leur évolution. Alors vous voyez tout de suite que ce n'est pas du tout linéaire. On a vraiment des pics archivistiques sur des pics de conservation des documents. Et ces pics vont nous servir de jalons. Alors il faut évidemment préciser, mais je pense que vous l'avez bien en tête, que les archives qu'on a aujourd'hui ne représentent qu'une toute petite minorité des archives de l'époque. Ce sont les archives qui ont survécu au temps. Et on estime que pour la période médiévale, on estime qu'environ 90%, pour cette période-là, 14e, 15e, 90% des archives ont disparu. Donc ce qu'on a ici, nous, c'est l'image, c'est 10%
de ce qu'il y avait à l'époque. Donc on essaye de reconstituer quelque chose qui, quand même, nous échappe en grande partie. Alors, il a disparu parfois de manière accidentelle, beaucoup aussi à cause des choix des gouvernants et des archivistes, choix qui ont été faits dès l'époque médiévale, donc des choix de conservation, et qui modèlent aujourd'hui le fonds tel qu'il est, dans un sens, dans ce sens-là, et c'est ce modèle, c'est ce discours porté par le fonds que j'ai tenté de mettre au jour. Ça suppose aussi qu'il y a toute une mémoire qui a disparu car elle n'a pas été sédimentée par l'écrit ou parce qu'elle n'a pas été jugée comme suffisamment importante pour être conservée. Alors, partant donc de tous ces documents, ça m'a permis de dégager, déjà, on va commencer par là pour s'y repérer, les principaux acteurs troyens qui interviennent dans la ville au XIVe et XVe siècle et qu'on va retrouver tout au long de la période. Alors, qui souvent collaborent entre eux, qui parfois sont en conflit. Donc, alors j'ai remis cette petite frise qui est dans ma thèse, qui est un peu écrite, petite, mais je vais vous en faire le détail. Donc, qui sont les principaux émetteurs, donc c'est ceux qui écrivent, les principaux producteurs d'écrits à Troyes. Vous avez les officiers royaux, d'abord, donc on en voit certains qu'on va revenir. Donc les officiers royaux, ce sont les officiers, on va y revenir, qui sont envoyés directement par le roi à Troyes pour gérer un certain nombre de choses, on va le voir. Parmi eux, vous pouvez déjà retenir le nom du bailli, le bailli de Troyes, qui sont en général des nobles puissants, qui viennent pour assurer les missions régaliennes, enfin représenter le roi, rendre la justice, lever l'impôt, gérer aussi la guerre, et donc qui vraiment sont très actifs à Troyes, même si théoriquement ce sont des gens qui doivent toujours venir d'ailleurs pour éviter les intérêts, qu'il y ait trop de... Ce qui n'est pas toujours le cas, mais en tout cas ils se marient souvent sur place, mais ils sont quand même en lien avec l'élite troyenne. Au niveau des agents municipaux, on a pendant longtemps un conseil de ville, donc à partir des années 1350, composé en général de 12 personnes, de 12 Troyens, qui pendant longtemps est réuni de manière très intermittente et qui gère aussi une partie des affaires de la ville. Vous avez d'autres agents, dont on va reparler, d'autres agents municipaux, notamment un voyer. Un voyer, c'est celui qui s'occupe de la voirie, des routes, et qui va donc s'occuper aussi d'un certain nombre de domaines. La ville gère aussi un hôpital, la maladrerie des Deux Eaux, la léproserie des Deux Eaux, et c'est elle qui élit en assemblée, on va en reparler, le maître de la maladrerie, donc celui qui gère cette léproserie. À l'époque, c'était très important parce que ces léproseries, c'est à la fois des lieux d'accueil pour les malades ou pour les malades en général, mais ce sont aussi des lieux de donation très importants. Donc c'est des caisses en fait qui polarisent pas mal d'argent. À partir de 1470, le conseil de ville, c'est à la fin, est remplacé par un échefinage, par des échevins, puis par un maire à partir de 1483. Mais en réalité, c'est à peu près les mêmes personnes qui faisaient partie du conseil de ville qui deviennent des échevins. On va revenir sur cette petite différence. Mais ils deviennent les acteurs de l'écrit à ce moment-là importants. Alors vous avez aussi par ailleurs le roi, les pouvoirs, les différents pouvoirs qui peuvent intervenir directement dans la ville. Et puis il ne faut pas oublier, même si moi ils n'étaient pas au cœur de ma thèse parce qu'on les trouve assez peu en fait dans le fonds municipal, il ne faut pas oublier les institutions ecclésiastiques, le clergé, qui a aussi une juridiction sur son espace, rend aussi la justice, il y a une officialité à Troyes, il y a un évêché. Donc tout ça, c'est d'autres sources que je n'ai vues vraiment que très rapidement, et qui n'apparaissent que très peu dans le fonds municipal, mais qui gèrent aussi la ville. Alors chacun de ces acteurs, ce qui est intéressant, c'est que chacun de ces acteurs, ils ont un rapport assez différent à l'écrit. Et donc j'ai essayé de replacer la place de chacun, de remettre chacun à sa place dans le gouvernement municipal. Alors ce qu'on va faire, c'est que je vais vous montrer un petit peu comment, justement, cet équilibre et comment ce fonds évolue maintenant à partir de ces questions, donc entre
le XIIIe siècle, enfin la fin du XIIIe siècle et le début du XVIe siècle. L'ouvrage est d'ailleurs organisé de manière chronologique, parce qu'en fait, on a vraiment des moments charnières qui concentrent les évolutions. Alors, si on reprend notre évolution du fond, enfin la masse du fond, on peut voir se distinguer 3 moments qui sont des moments d'essor documentaire, ou en tout cas d'essor de conservation. Il faut toujours se méfier parce qu'on n'est jamais sûr si c'est qu'on a plus produit ou qu'on a mieux conservé, mais en tout cas, voilà, il y a 3 moments qui se distinguent à ce moment-là et qui vont donc constituer un petit peu les 3 charnières que je vais vous présenter. Un premier moment, vous voyez, à partir des années 1350, 1377. Donc, premier moment qui est celui en fait de la guerre de 100 ans, enfin qui correspond aux premières décennies de la guerre de 100 ans. C'est le moment où la guerre de 100 ans va notamment d'ailleurs toucher la Champagne. Donc la première partie de la guerre de 100 ans a de nombreux moments qui sont tous un peu différents. Mais on est dans ce qu'on appelle le temps des chevauchées anglaises, c'est-à-dire les Anglais qui venaient et qui ravageaient en gros le pays de manière en général assez rapide. C'est pour ça qu'on parle de chevauchées. Et ils passent justement en Champagne dans cette deuxième moitié du XIVe siècle, donc au moment de cet essor documentaire. Cette guerre de 100 ans, c'est dans ce contexte-là que les écrits deviennent plus nombreux. Alors pourquoi ? Parce que le corps de ville qui est créé à ce moment-là doit mener principalement la fortification de la ville. Il faut se fortifier par rapport aux Anglais, et c'est la préoccupation d'énormément de villes à cette période-là. Se fortifier, c'est-à-dire gérer les travaux, remettre en œuvre des fortifications qui existaient déjà, mais qui étaient, en tout cas qui sont décrites comme étant en ruine. Mais c'est aussi prélever l'impôt, trouver de l'argent pour payer justement ces fortifications et protéger la cité. C'est ce qui explique que beaucoup des documents qui sont produits à cette époque-là concernent la fortification, notamment les premiers documents comptables qu'on trouve à partir de 1358 et qui s'appellent « Comptes de la fortification ». Ils vont devenir de plus en plus généraux, mais au départ, ils sont vraiment créés dans un objectif de défense. Donc cet enjeu militaire entraîne l'apparition à la fois d'un conseil de ville et d'un certain nombre de documents qu'on n'a pas pour la période antérieure. Documents produits, donc alors ici c'est une vue de la fin du XVe siècle de Troyes, qui est assez, mais qui est censée représenter, je crois, une chevauchée dans les années 1390, 1380. Bon. Vous voyez la fortification de la ville, qui est notamment faite de palissades de bois, de fossés, enfin voilà, même si c'est ici bien beaucoup reconstitué, et puis on a des canons qu'on ne verra qu'au XVe siècle, donc c'est un peu anachronique, mais voilà, il faut mener ça. Et donc pour mener ça, on a ce conseil de ville qui va aussi nommer des receveurs qui vont être les premiers auteurs des comptabilités. Et ici, je vous ai mis la liste des différentes comptabilités qu'on a conservées à Troyes, et qui est... La ville est particulièrement riche en termes de comptabilité, donc à partir de 1358. Alors ces comptabilités donc, sont très liées à quelques personnes qui sont les premiers receveurs qui s'occupent de gérer les finances de la ville. Et on va faire un tout petit zoom sur la personnalité, enfin sur le profil de ces receveurs, parce que je pense que c'est assez éclairant sur les premiers acteurs de l'écrit et de cet écrit administratif à Troyes. Il faut bien voir que, et ça c'est un peu une particularité, à Troyes, ces premiers receveurs sont des grandes personnalités de la ville, appartiennent vraiment à l'élite de la ville, à des grandes familles, en général, dont la carrière va se faire à la fois à Troyes, mais aussi assez vite à la cour, que ce soit la cour du roi ou la cour de Bourgogne. Alors, quelques exemples pour vous donner une idée de ces receveurs à la tête des finances de la ville. Jean de Vittel, par exemple,
une ancienne famille de la bourgeoisie troyenne proche des officiers royaux. Il est parent, alors on ne sait pas si c'est son frère, c'est toujours compliqué, mais en tout cas il est parent de Dimanche de Vittel, qui a été receveur général du comté de Champagne, puis receveur général du duché et grenetier de Bourgogne, et maître des comptes du duc de Bourgogne. Donc on a vraiment ici des grands personnages. Autre exemple, Nicolas de Premier Fait, qui est originaire d'une famille d'orfèvres troyens. Donc c'est ce que je vous disais sur, je pense quand même, cette importance d'une élite marchande à Troyes dans cette production de l'écrit. Donc originaire d'une famille d'orfèvres troyens, il est le parent de Laurent de Premier Fait, qui est un clerc du diocèse de Troyes, qui va devenir secrétaire du neveu du pape Clément VII à Avignon, puis notaire public impérial et apostolique, et qui s'est rendu célèbre, alors les littéraires le connaissent bien, parce que c'est le traducteur du latin au français des œuvres de Boccace et Cicéron, enfin d'un certain nombre d'œuvres de Boccace et de Cicéron, donc voilà, qui est un parent de notre Nicolas de Premier Fait, receveur à Troyes. Voilà, on a d'autres exemples sur lesquels je passe. On a aussi des grands personnages qui vont faire leur carrière au service des ducs de Bourgogne. Alors, pourquoi ces exemples sont intéressants ? Parce qu'ils montrent l'importance d'une élite qui a une solide culture administrative, qui vont mettre au service de la ville dans les années 1350, quand il va falloir justement défendre la ville et lever des impôts. Ils montrent aussi les liens entre institutions, qui expliquent l'homogénéisation très forte des archives de Troyes et des archives municipales, c'est-à-dire que vous avez, alors vous avez des comptes comme ceux-ci, alors ça c'est des comptes du début du 15e, qui sont très vite en fait très mis en page de manière très formalisée et qui ressemblent beaucoup à ce qu'on peut trouver dans d'autres villes ou à des comptes qu'on peut trouver dans le duché de Bourgogne. Donc on a tout de suite en fait une mise en place, assez peu de tâtonnements et tout de suite une certaine homogénéisation entre les cours et aussi également avec les comptes ecclésiastiques. Ça nous montre aussi l'importance stratégique de la ville, dont un certain nombre de personnages vont faire leur carrière à la cour du roi de France ou du duc de Bourgogne. Cette importance stratégique de la ville, elle a pour conséquence également que la ville est très contrôlée à cette période-là de l'extérieur. Alors, à vrai dire, elle était déjà contrôlée par les officiers comtaux du duc de Champagne, mais les comptes, notamment les comptabilités, vont faire l'objet d'une surveillance vraiment marquée, qu'on voit apparaître dans le cadre de la gestion municipale. Et cette surveillance, on la voit dans l'audition des comptes et dans le rôle du bailli, le bailli qui va avoir vraiment pour rôle de surveiller le conseil de ville et tous les écrits. Ce qui fait que nous, historiens, on doit toujours avoir à l'esprit que ces documents qu'on lit comme pour y chercher des informations, en réalité, ils étaient écrits en sachant qu'ils allaient être relus et contrôlés. Donc ça entraîne évidemment un certain nombre de biais. Voilà. Ce contrôle, il existe donc avec le contexte, à cause du contexte de la guerre de 100 ans. Il existe aussi parce qu'il faut savoir que dans à la fin dans les années 1370, 1380, on a beaucoup de conflits dans les villes, notamment dus au contexte difficile dont je vous ai parlé. Et alors ça, c'est dans toutes les villes, même d'Europe. Certains ont parlé d'années révolutionnaires pour parler de ces années-là. Vous avez la jacquerie en 1358, mais vous avez en Italie les Ciumpi. Enfin, vous avez énormément de conflits intra-urbains. Et alors, on en a à Troyes. On sait qu'en 1360, on a une émeute contre le capitaine de la ville, donc qui est aussi un agent royal. On sait aussi que les métiers émettent un grand nombre de contestations dans les années 1370. On en a à Troyes, mais elles apparaissent très peu dans les archives. Alors, voilà. Pourquoi ? Peut-être aussi parce que, justement, c'était des archives qui n'étaient pas destinées à relater la vie de la ville, mais plutôt à montrer que tout allait bien. On sait quand même que dans les années 1370 et 1380, le roi envoie des commissaires dans la ville pour reprendre en main la ville et que les comptabilités sont à ce moment-là d'ailleurs contrôlées, que le receveur est vu comme ayant fait des malversations, enfin qu'il y a un certain nombre de soucis.
et que des sanctions sont prises contre lui. Donc voilà, c'est toujours une des difficultés des archives troyennes, c'est qu'elles montrent toujours un certain consensus, mais c'est un peu le cas de toutes les archives médiévales, mais elles montrent toujours un certain consensus qui n'est... Voilà, elles ont tendance à toujours cacher la discorde qu'il faut retrouver un petit peu de manière détournée. Donc ça, donc à cette époque-là, vous l'avez compris, les interventions royales et ducales déterminent vraiment la forme du fond. L'élite est liée avec le bailli, avec le lieutenant, et notamment dans le cadre de ce conseil de ville qui est en grande partie contrôlé par les officiers royaux. Cependant, on trouve déjà, et ça je vais vous en reparler, alors je ne sais pas... Alors, l'officier royal, c'est une petite parenthèse, l'officier royal rend la justice et habite dans l'ancien palais comtal, ce qui vous montre aussi ce que je disais sur l'inscription du pouvoir royal par rapport au pouvoir comtal. Il reprend la légitimité des comtes de Champagne, c'est là où il s'installe. Cependant, on trouve quand même si à cette époque-là les traces sont très ténues, on trouve d'autres moments de la vie politique troyenne à l'époque, notamment des assemblées d'habitants, et ça je vais vous en reparler, dont on trouve des traces à partir de 1270, et des assemblées d'habitants qui se font sans officiers royaux et sans même conseil de ville, mais ce sont des assemblées d'habitants. Alors c'est difficile de savoir qui y participait, mais on a quelques listes qui montrent quand même sans doute plusieurs centaines de personnes, ce qui dans une ville de 6000 habitants n'est pas si peu, et qui vont défendre leur autonomie et leurs compétences. Donc ça, on en reparlera, mais parce qu'en réalité, à cette époque-là, on en a très peu de traces. Cet équilibre instable va encore être modifié avec donc, la deuxième période d'essor des archives, qui est, vous voyez, la période qui arrive après les années 1418, qui correspond en fait ici à l'époque de la guerre civile. C'est drôle parce que c'est pas drôle, je pense c'est normal, mais on voit bien que ces mouvements documentaires, ils suivent très bien les événements politiques. En fait, ils ont vraiment un lien avec les événements politiques qui se passent à ce moment-là. J'avais essayé de faire des recoupements, de savoir est-ce que le prix du papier, par exemple, avait un lien quant à cette évolution. Est-ce qu'on pouvait faire des corrélations avec d'autres éléments? Et à vrai dire, je n'ai pas vraiment trouvé les principaux éléments qui rentrent en corrélation avec ce graphique sont les événements politiques. Donc à partir à partir du début du XVe siècle, on entre dans la partie de la guerre de Cent Ans qu'on appelle la guerre civile ou la guerre des princes, c'est-à-dire que s'ajoute au conflit avec les Anglais un conflit interne entre, d'un côté, le duché de Bourgogne, qui va, à partir de 1419, être allié aux Anglais, et de l'autre, les Armagnacs, qui soutiennent le dauphin, et donc qui divisent la France en deux. Alors là, vous voyez même, il y a plein d'autres couleurs, même en plus que deux, mais globalement en deux, avec le royaume de Bourges, qui est la patrie des Armagnacs, et puis le nord de la France, qui va davantage être contrôlé par les Bourguignons et les Anglais. Et vous voyez, là encore, évidemment, Troyes se situe dans une situation stratégique, puisque proche de la Bourgogne, elle est un enjeu militaire essentiel, qui explique d'ailleurs qu'en 1418, les Bourguignons et le roi vont s'installer à Troyes, un moment, fuyant Paris, qui est devenu vraiment trop agité, et vont donc s'installer à Troyes avec quelques institutions. Donc ça, on va y revenir parce que c'est évidemment très important pour la ville, et même si on a du mal à voir quelle envergure avaient ces institutions. Jusqu'en 1400, donc la ville est bourguignonne à ce moment-là, et jusqu'en 1429, c'est la date de la reddition de Troyes devant Charles VII et Jeanne d'Arc, avec le 9 juillet 1429, reddition qui se fait globalement sans siège, et lors de laquelle la ville passe du côté du dauphin. Donc vous voyez, on a plusieurs changements de fidélité dans la ville. Ces changements de fidélité qui ne concernent pas uniquement
les élites, ni les soldats, mais qui concerne aussi, ça a été bien montré pour toutes les études qu'il y a eu sur la guerre civile, qui concerne aussi les populations. Les populations étaient très actives dans cette guerre. L'opinion publique avait une grande place. On demandait d'ailleurs aux Troyens, on voit bien qu'on leur demande de porter des insignes pour dire de quel parti ils sont, parce qu'on est dans vraiment une période où on recherche les traîtres, on recherche les espions, on fait attention aux rumeurs. Enfin, on est dans une période d'extrême tension interne dans la ville. Alors l'écrit, ici, comment l'écrit va évoluer dans ce contexte-là. L'écrit va toujours être très contrôlé, évidemment, par la municipalité. Et puis, l'écrit va aussi être fortement influencé par la présence à Troyes, à partir de 1418, de la cour, du roi, de la cour, du duc de Bourgogne. Et on a ainsi, on ne sait pas exactement quelles institutions vont s'installer, mais on sait qu'il va y avoir un parlement et une chancellerie pendant quelques mois. Et parlement et chancellerie peuplés de notaires royaux et d'agents du duc de Bourgogne, mais qui viennent de Paris, qui s'installent à Troyes, et dont on voit très bien qu'ils ont un certain nombre de liens avec les gouvernants municipaux. Donc, ce qui contribue sans doute à l'homogénéisation aussi de l'écrit. À partir de 1429, comme on est dans une période de reprise de la ville, où vraiment avec énormément de tensions, le contrôle se renforce encore autour des officiers royaux et des partisans de Charles VII. Il faut savoir que la ville donc, était assiégée, la ville a ouvert ses portes devant Charles VII, mais c'est une petite élite qui lui a ouvert les portes, en fait, autour notamment de l'évêque, Jean Léguizé. Donc c'est une petite troupe, pas très nombreuse, qui a ouvert les portes au dauphin, enfin au roi de Bourges. Voilà. Et c'est vraiment ces quelques personnes qui vont devenir le cœur du gouvernement municipal post-1429. Ce gouvernement municipal, on le connaît mieux que le gouvernement d'avant, parce qu'il va tenir un registre de délibération. Et c'est le premier registre de délibération municipale qu'on a conservé pour la ville de Troyes, qui commence en 1429, vraiment dans ce contexte de guerre civile. Et pareil, est-ce que c'est pour noter, pour garder une trace des actions du conseil de ville, dans un souci de gestion? Est-ce que c'est pour contrôler l'action du conseil de ville dans un moment de grande tension parmi les habitants? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que, comme vous le voyez, ici, je vous ai recopié le tout début du registre. Il est fait les papiers des assemblées, donc des réunions, des congés, ça veut dire sous l'autorité, sous la permission, licence et autorité de Monseigneur le bailli de Troyes ou son lieutenant. Il s'ouvre en tout cas sur le fait que le conseil de ville est, à ce moment-là, contrôlé par les officiers royaux. Je vais passer un petit peu pour avoir le temps quand même de... Donc, ça, c'est ce qui concerne... Donc, on a du coup, c'est le début des délibérations. Donc, on a ce registre et puis aussi des délibérations volantes qui ont été conservées, donc qui expliquent aussi l'accroissement documentaire à partir de cette époque-là. Donc, ça, je passe. Troisième période. Donc, gros essor à partir de 1470 du fonds. Alors c'est vraiment là, c'est un essor sans précédent qui marque le début, je vous ai dit, d'une nouvelle institution dans la ville de Troyes, l'instauration d'un échevinage par Louis XI. Alors Louis XI, il va instaurer des échevinages dans un certain nombre de villes. À Troyes, c'est les Troyens qui réclament. Alors concrètement, c'est les mêmes personnes, mais on ne s'appelle plus conseiller, on s'appelle échevin, c'est plus chic. Mais avec des compétences quand même un petit peu étendues par rapport au conseil de ville, une place institutionnelle plus forte, qui explique aussi qu'on se met à davantage produire de l'écrit, notamment justement pour consolider des compétences qui ont été accordées, qui étaient avant les compétences des officiers royaux. Donc ça, voilà. Et puis, écrit aussi qui devient de plus en plus un écrit à destination du roi pour mettre en avant l'obéissance de la ville, la fidélité de la ville, la loyauté de la ville. Louis XI, enfin tous les rois le font, mais Louis XI le fait particulièrement. Louis XI entretient avec les villes un rapport d'assez grande proximité. Il écrit un grand nombre de lettres, etc., aux villes. Et un discours, les villes sont vraiment mises en concurrence les unes envers les autres
pour dire leur obéissance et leur fidélité. Donc on a, à partir de ce moment-là, beaucoup de lettres. On a des mémoires, des mémoriaux qui sont écrits par la ville au roi pour dire à quel point la ville est fidèle et loyale, quitte d'ailleurs à réécrire la réalité, puisque la phase 1418-1429, qui était une phase du coup où la ville a été bourguignonne, passe en général à l'as. Ce discours sur la fidélité de la ville, il a lieu donc à la fois dans ses lettres, dans ses textes, il a aussi lieu dans les archives. C'est aussi un moment de réélaboration de la mémoire de la ville par les archives. C'est-à-dire que les échevins, ils vont avoir comme le droit d'avoir un lieu à eux, chose qui n'était pas le cas avant, puisque comme je vous l'ai... ici, vous voyez, tous les points en rouge, ce sont les endroits où se réunissent le conseil de ville. Donc le conseil de ville se réunissait à l'hôtel épiscopal, à la salle royale, à la loge du prévôt, dans divers endroits sans avoir de lieu précis. Évidemment, ça a des conséquences en termes de conservation. À partir de 1470 et de l'échevinage, l'échevinage a le droit d'avoir un lieu où se réunir et où stocker ses archives. Alors en fait, ça va mettre un certain temps. C'est seulement en 1494 qu'un hôtel de ville est acheté. C'est le premier hôtel de ville de la ville. Tout de suite, dans les travaux qui sont faits, on fait une petite niche pour les archives et on transporte les archives, donc, dont une partie est à l'hôtel Dieu-le-Comte et divers, dans l'hôtel de ville. On les transporte et on fait un inventaire, un nouvel inventaire. Évidemment, qui dit nouvel inventaire, qui dit transport, dit choix. Les échevins vont choisir les archives, et notamment les archives qui mettent en valeur l'obéissance, la loyauté, le lien de Troyes avec la royauté. D'accord ? Moi, j'ai parlé dans ma thèse d'une royalisation des archives troyennes à ce moment-là. Alors, donc ça, évidemment, tout ça, ça nous dit un peu des biais sur ces archives qu'il faut avoir en tête. Alors, quelles sont du coup, je vais finir par 2-3 idées quand même transversales qui sont défendues dans cet ouvrage et que j'espère qu'ils sont étayées et qui me semblent particulièrement intéressantes et peut-être nouvelles par rapport à l'histoire qu'on avait des villes de cette période-là. D'abord, je voudrais insister sur la grande diversité des intervenants dans la gestion de la ville. Nous, on a tendance un peu à l'oublier parce que, on va dire aujourd'hui encore, il y a une très grande diversité, mais on a des municipalités quand même qui peuvent être assez fortes et qui gèrent globalement les affaires municipales. Après, si on pense au département, etc., le millefeuille va se faire un peu plus haut. Mais en réalité, j'ai été étonnée par, sous une apparente unité politique, le caractère en fait éclaté de ces pouvoirs troyens de la fin du Moyen-Âge, où le conseil de ville et l'échevinage ne concentrent pas du tout toute la politique qui se joue à cette époque-là dans la ville. Déjà, les officiers royaux occupent une place très importante. Alors, occupent une place par leur contrôle, le contrôle qu'ils font, mais aussi par les interventions directes dans la politique de la ville. Alors déjà, ils rendent la justice, etc. C'est eux qui ce sont les messagers des nouvelles royales, mais certains vont notamment vraiment intervenir dans la ville. Alors, je vous donne quelques noms, ceux qui apparaissent ici, de ces grands officiers royaux, notamment les baillis, qui vont avoir vraiment une place importante dans la municipalité de Troyes, dans la vie municipale. L'évêque, alors ça c'est un personnage très, très mystérieux, l'évêque Henri de Poitiers, qui était évêque de la ville et qui a été nommé capitaine, parce qu'il était notamment connu pour ses hauts faits militaires, capitaine de Troyes dans la seconde moitié du XIVe siècle, et qui assure aussi un rôle administratif important. Également Nicolas de Fontenay, qui est aussi un bailli de Troyes, c'est lui qui va entreprendre de faire rédiger le grand cartulaire de la ville, donc le grand cartulaire municipal. Donc à Troyes, on a une spécificité. J'ai l'impression qu'il y a juste à Lyon où j'ai vu la même chose, mais sinon, on a un cartulaire municipal qui a été fait par le bailli de Troyes. Également, on peut penser à Louis de Tignonville, qui va donner énormément d'ordonnances de police à la ville de Troyes et qui va légiférer sur beaucoup de sujets, notamment sur le papier, sur la forme du papier, parce que vous avez une grosse industrie du papier déjà à Troyes à cette époque-là. Son frère est bailli de Paris, donc il y a beaucoup de liens entre les deux. Et puis ensuite, on peut penser à d'autres qui sont
qui vont superviser, par exemple, les premières séances du conseil de ville dans les délibérations. Les lieutenants du bailli aussi jouent un rôle important. Alors ça, c'est pour ce qui concerne les officiers royaux. Donc le conseil de ville dont je vous ai parlé, lui aussi joue évidemment un rôle important, redéfini à partir de 1429 autour de la fidélité au roi. Voilà, ça je... Et puis, quand même, parce que dernier point que je pense avoir, qui constitue à mon avis un des apports vraiment intéressants de l'ouvrage, ces assemblées d'habitants dont je vous ai parlé très rapidement, que je n'ai découvert que de manière un peu secondaire parce que dans les archives, elles ne sont pas du tout mises en valeur. En fait, on les trouve en regardant un des comptes qui a longtemps été considéré comme un compte secondaire par rapport au compte principal des deniers communs, qui est les comptes de la voirie. Donc, voilà, bon, je pensais que c'était juste une sous-partie qui avait été détachée du compte principal. Ces comptes de la voirie finissent à chaque fois par, vous voyez ici, un écrit narratif. Donc on a l'audition du compte, donc on a le bilan comptable, et puis sur la droite, vous avez une description d'une assemblée qui se tient à Troyes tous les ans, à la Saint-Barnabé, le 11 juin, dans un lieu spécifique, dans un lieu dans lequel n'ont lieu aucune autre réunion municipale, le beffroi de Troyes, donc à la porte du beffroi qui est resté plus longtemps. Et vous avez encore aujourd'hui le jardin du beffroi, donc à cet endroit-là. Donc ce beffroi de Troyes, qui accueillait en fait une assemblée générale tous les ans, assemblée générale qui durait une journée voire deux, et qui était un moment à la fois de fête. On y faisait des rituels. Il y avait les bouchers devaient prêter serment devant tous les habitants de bien faire leur travail, parce que c'est quelque chose d'important au Moyen-Âge. Les bouchers apportaient aussi des cadeaux pour la léproserie. Il y a tout un... Donc c'est à la fois un moment de fête qui devait sans doute faire venir beaucoup de monde. On décorait le beffroi, on a apporté de la verdure, il y a des gens qui sont rémunérés pour faire de la musique, mais aussi un lieu de décision, puisqu'on y élisait un certain nombre d'agents municipaux, le voyeur, le maître de la maladrerie, et puis même peu à peu d'autres officiers, des sergents, etc., de la ville. Et on y prenait des décisions qui concernaient la ville. Alors on y prenait des décisions en général sur la base de requêtes. C'était des moments où les habitants de Troyes pouvaient venir présenter des requêtes, alors que ce soit individuellement ou collectivement. Donc ça pouvait être les habitants de telle rue venaient pour demander à ce qu'on pave leur rue parce qu'elle était toute fangeuse et qu'on y tombait souvent. Donc c'est souvent des agents aussi qui demandent de l'argent. Mais du coup, on a ici un mode de gouvernement de réponse à la requête quand même assez original. On a beaucoup de choses sur la charité. On a aussi l'entretien de médecins, des médecins qui sont rémunérés par la ville, ce qui dans ces temps de peste est important. Et enfin, à la fin, donc les comptes, le compte de la voirie et le compte de la maladrerie ils sont censés être auditionnés en public. C'est toujours difficile de savoir comment ça pouvait se faire une audition des comptes sur un temps quand même assez réduit avec beaucoup de monde, mais en tout cas, il y a l'idée que le voyer, le maître de la maladrerie vont rendre leurs comptes devant les habitants. Et puis, la journée se clôt par un banquet. Et le lendemain, une messe a lieu en l'honneur d'un ancien voyer. Donc c'est vraiment pour moi un moment très fort dans l'identité municipale de la ville et qui marque un investissement, alors pas seulement politique, aussi festif, des habitants, mais vraiment par rapport à leur ville. Alors il faut savoir que, attention, ces gens qui participaient, on a très peu de listes, mais les listes qu'on a, ce sont beaucoup de l'élite troyenne. On a les membres du conseil de ville qui vont y assister, parfois on a même les officiers royaux qui y assistent, mais c'est toujours marqué en tant qu'habitants de Troyes. Donc ils n'occupent pas un rang spécifique. Et cette assemblée générale a de l'importance, et même prend une nouvelle importance avec les chevinages. Ces archives sont aussi plus abondantes à ce moment-là.
et jusqu'à être remise en question en fait seulement au début du XVIe siècle. Remise en question, alors c'est pas tant l'Assemblée générale qui en fait va rester jusqu'au XVIIIe, enfin je crois jusqu'au début du XVIIIe siècle, mais à partir du début du XVIe siècle, on essaye d'en restreindre la participation. Donc on veut, alors il y a plein de systèmes différents, ça va être des représentants des métiers, des représentants des quartiers, enfin il y a plein de... Mais on se plaint comme quoi elle est un lieu de troubles, voilà, mais c'est seulement au début du XVIe siècle que cette assemblée générale perd du coup de l'importance. Alors le dernier point du coup intéressant par rapport à ça, c'est comment est-ce que cette mémoire des assemblées générales et d'une politique aussi menée hors du conseil de ville, hors des institutions municipales, comment ça a été occulté par les archives, parce qu'on le trouve vraiment par petites touches, en faisant attention à des archives considérées plutôt comme secondaires. Donc c'est aussi ce que j'essaye de voir dans mon livre, comment on peut expliquer ça. Et moi, une des clés d'explication que je donne, je ne les donne pas toutes là, comme ça, il reste un peu de suspense, mais une des clés d'interprétation que je peux voir, c'est dans ce discours justement très fort et dans ce lien très fort entre une partie de l'élite urbaine et le roi, et la royauté, et cette construction d'une mémoire qui va être vraiment focalisée sur le roi, qui, à mon avis, c'est un lien réel, hein, c'est pas du tout faux. Enfin, je pense qu'il y a quand Charles VIII fait son entrée en 1486 dans la ville, ce sont les enfants des échevins qui sont choisis pour aller accueillir le roi. Donc, je pense que il y a vraiment un lien très fort qui va d'autant plus jouer que les échevins vont être mis en concurrence avec les officiers royaux dans leur domaine d'exercice, et donc vont essayer de s'assurer comme étant les plus fidèles au roi et les plus proches du roi. Et ce qui va faire de Troyes une ville à cette époque-là qui est vraiment vue comme une ville royale, une bonne ville, comme on dit, pour parler de ces villes sur lesquelles le roi pouvait compter. Et ce qui va un petit peu faire disparaître, selon moi, la Troyes municipale, c'est-à-dire l'importance de la communauté des habitants. Communauté des habitants qui va être très mise en avant dans d'autres contextes. Par exemple, si vous avez les villes de Flandre ou les villes du Nord, où là, ça va être vraiment, on va insister sur le rôle justement des métiers, le rôle des quartiers, etc. À Troyes, en fait, il existait ce rôle, mais il a été un petit peu recouvert par le discours royal, qui va aussi, recouvert à la fois au Moyen-Âge, mais aussi à l'époque moderne, où on aura toujours cette place, cette lutte pour devenir favorite du roi, et lutte pour devenir capitale de la Champagne aussi, au XVIIe, XVIIIe, à l'époque moderne. Donc toujours une lutte qui place le roi comme destinataire du discours, destinataire des archives, destinataire de la politique, alors même qu'une vie d'assemblée, alors sans doute à échelle plus petite, mais existait et me semble particulièrement riche à Troyes, notamment, sans doute parce qu'il y avait cette tradition justement d'une organisation forte avec les foires de Champagne, en fait d'une certaine identité et une certaine habitude de la gestion des affaires qui fait que j'ai l'impression que les assemblées troyennes gardent une vivacité et un dynamisme qu'on retrouve dans assez peu de villes, en fait, au XVe siècle. Voilà. Je vais m'arrêter là. Je vous remercie. J'espère avoir du coup sorti un petit peu de l'ombre la vie troyenne des XIVe, XVe siècles, et je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup Cléo pour cette communication qui nous a emmenés dans cette production archivistique troyenne de la fin du Moyen-Âge. J'ai beaucoup aimé effectivement ce lien que tu démontres dans ton livre, notamment sur la production archivistique en lien avec les périodes de crise. C'est vraiment passionnant parce que j'imagine que c'est, première question, peut-être c'est quelque chose que l'on peut observer aussi par ailleurs, je ne sais pas, dans des villes comme Dijon, comme Reims, comme Châlons aussi. Est-ce que tu as pu faire ce type de comparaison par exemple ?
Alors, je sais que Reims a été étudié notamment par Emmanuel Melin, qui a fait aussi sa thèse sur l'écrit à Reims, donc c'est parfait, on a aussi un point de comparaison. Et on trouve en effet un petit peu la même chose, avec à chaque fois quand même des dynamiques particulières, puisqu'à Reims, par exemple, ils ont tout l'enjeu des sacres, qui fait que les archives sont remaniées à chaque sacre, parce que le roi potentiellement peut venir regarder les archives à chaque fois qu'il vient pour se faire sacrer. Donc en fait, à chaque fois, on a des réorganisations archivistiques à ce moment-là. Dijon, je pense que c'est l'influence des ducs de Bourgogne qui va aussi donner un petit peu sa coloration. J'ai l'impression quand même qu'à la fois on retrouve cette importance dans les villes de l'époque, mais que chaque ville a un petit peu quand même une coloration différente en fonction de son contexte politique. Donc là, à Troyes, cette royalisation des archives est quand même très forte. Des questions? S'agissant des supports de l'écrit, est-ce que dans le cadre de vos travaux, vous avez pu identifier une période où le papier devient un support, j'ai envie de dire, incontournable, massif et définitif? Oui, tout à fait. Alors c'est aussi une des spécificités du fond de Troyes, c'est c'est vraiment un fond de papier. Et un fond de papier, par exemple, les premiers comptes de 1358 sont tenus sur du papier, ce qui est rare pour cette époque-là. Et en fait, toutes les comptabilités, tous les documents fiscaux, et globalement, tous les documents administratifs sont sur du papier. On a le cartulaire qui est sur du parchemin, mais là, ça s'explique plutôt pour des enjeux mémoriels, parce qu'on voulait faire un beau livre, donc on prenait du parchemin. Mais vraiment, tous les documents administratifs sont sur du papier. Ce qui est rare, notamment pour le XIVe siècle. Pour le XVe siècle, ça va être le cas à peu près partout, mais pour le XIVe siècle, ce qui est rare, et ce qui sans doute explique aussi quand même cet essor de la documentation, puisque le papier étant bien moins coûteux que le parchemin, il permet une utilisation évidemment administrative davantage quotidienne pour des choses moins importantes que quand on a un feuillet en parchemin. Donc on a ici vraiment un fond de papier, le fond troyen, qui vraiment depuis le 1358 et pour tous les documents, et même des documents qui peuvent être sur du parchemin dans d'autres villes, même le registre de délibération tenu à partir de 1429, il est entouré de parchemin, il est relié de parchemin, mais c'est du papier aussi. Donc c'est tout à fait une des spécificités des archives troyennes. Bonjour. Est-ce qu'on a dans les archives des archives privées de style comptabilité commerciale sur papier ou sur parchemin, parce que savoir si les bourgeois émettaient aussi des archives, les commerçants. Merci beaucoup pour cette question qui en effet permettrait en plus d'étayer le fait que cette bourgeoisie marchande a l'habitude de l'écrit. Alors dans le fonds municipal, il n'y a rien sur ce... Et j'ai pas l'impression que pour les 14e, 15e siècles, on ait des choses... Alors je sais qu'on a des archives privées, plutôt des archives seigneuriales, qui vont être davantage sur des propriétés, sur des domaines. Je sais qu'on en a un certain nombre qui étaient en tout cas aux archives, dans les archives anciennes. Après, je ne crois pas, mais là, je suis pas sûre, et je peux d'ailleurs parler peut-être qu'Arnaud Baudin sait, est-ce qu'on a des archives privées de marchands? Je pense qu'on en a pour le 16e, peut-être autour d'ailleurs de la famille des Maurois notamment, qui a une place importante, famille des Maurois, donc qui vont avoir de l'importance au XVIe siècle, mais qu'on en ont déjà au XIVe et surtout au XVe siècle dans la ville.
Peut-être qu'on a des choses à ce moment-là, mais c'est très tardif. Je pense que pour le 14e, 15e, je n'ai pas vu, malheureusement. Peut-être qu'on en a pour avant, je ne sais pas. Arnaud, est-ce qu'on a quelques archives privées de marchands ou de familles troyennes bourgeoises ? À ma connaissance de conserver, non. Maintenant, obligatoirement, oui, ces gens-là ont eu des archives, voilà. Mais forcément, mais conserver, non. Enfin, en tout cas, ici, on n'en conserve pas. Mais on imagine mal des marchands ne pas avoir ne serait-ce qu'une comptabilité ou voilà, c'est voilà, exactement. En Espagne aussi un petit peu, enfin pour la Catalogne notamment, mais pour la France, oui, c'est pas des choses bien conservées, bien connues, ouais. D'autres questions ? Moi, j'en ai une qui sort un peu du domaine de l'archive, enfin de ta communication et des archives, qui revient plutôt sur la vie troyenne autour de la Saint-Barnabé. Pourquoi cette date ? Est-ce qu'on sait ? Oui, alors du coup, j'ai fait plein de recherches sur la Saint-Barnabé. Du coup, j'ai cherché partout. Donc la Saint-Barnabé, le 11 juin. Alors, c'est une date importante. C'est une date... qui a toujours été importante parce qu'on a une période 11 juin où on a des dictons sur la Saint-Barnabé. En termes agricoles, c'est une date importante. J'ai trouvé quelques fêtes. Alors, ce qui est intéressant, il y a des choses, mais je ne sais pas forcément bien comment les relier. Je sais que lors de cette Saint-Barnabé, donc je vous ai dit, il y a un rituel, les bouchers présentent des cadeaux à la léproserie de la ville. Il faut savoir que jusque dans les années 1420, 1430, jusque dans les années 1420, ces cadeaux que les bouchers apportent à la léproserie, ce sont des cochons. Et ce sont 12 cochons qui sont apportés sur un chariot et qui sont apportés donc, lors d'une procession qui traverse toute la ville. Et les bouchers se plaignent, et donc ce sont les bouchers qui tirent le chariot et les cochons qui sont dans le chariot. Dans les années 1420, les bouchers se plaignent parce qu'on leur jette des tomates, on les insulte pendant la procession. Donc je pense que c'est une procession c'est aussi infamant, c'est aussi voilà. Et donc ils se plaignent, et c'est drôle parce qu'ils se plaignent notamment que les jeunes bouchers qui ont leur honneur ne veulent plus y participer parce qu'ils en ont marre de se faire insulter, de se faire jeter des tomates. Et donc, c'est transformé et on dit que ce n'est plus 12 cochons qu'ils apporteront, ce sont 12 tasses d'argent. Et là, c'est bon. Donc, ce qui est intéressant, c'est que ça veut dire que c'est vraiment le cochon qui est un animal assez négatif au Moyen-Âge, à la fois très positif parce que c'est une grande source de richesse, mais en même temps très négatif parce qu'il a une image négative. Or, pourquoi je parle de ces cochons ? Parce que j'ai trouvé que dans plusieurs villes, à la Saint-Barnabé, on avait des rituels qui concernaient les cochons. On a notamment des rituels d'inversion. Alors, je ne saurais plus vous dire exactement dans quelle ville, mais où là, c'est des ecclésiastiques qui doivent apporter des cochons aussi en procession. Toujours dans ces rituels d'inversion dont le Moyen-Âge a le secret de temps en temps d'inverser les rôles et de susciter aussi les moqueries. Et ça, j'en ai trouvé pour la Saint-Barnabé pour le 11 juin. J'ai trouvé que près de Paris, il y a aussi une foire à un moment qui se réunit à la Saint-Barnabé. Donc, c'est une date importante, mais pourquoi est-ce que l'Assemblée générale a lieu à ce moment-là ? Ça, j'ai trouvé nulle part ailleurs. Donc, ça reste en réflexion. Voilà. Mais c'est intéressant, et ça va devant le Parlement. C'est les bouchers qui se plaignent devant le Parlement, qu'ils en ont marre de se faire insulter. Et donc, il y a une décision, un arrêt du Parlement qui est rendu pour... Voilà. Mais après, les problèmes continuent parce qu'après, la maladrerie se plaint toujours qu'on leur apporte des tasses de mauvaise qualité. Donc, manifestement, ça a l'air d'être un moment d'harmonie dans la ville, mais aussi peut-être un moment de tension avec certains métiers, comme avec les bouchers qui ont toujours une part dans les communautés urbaines assez compliqué parce qu'ils font un métier quand même très stratégique et puis ils sont au contact du sang, au contact de la mort. Donc c'est toujours à la fois des gens puissants, les bouchers dans une ville, mais aussi ils peuvent susciter une certaine hostilité, comme on le voit très bien ici.
Et peut-être je peux rajouter quelque chose du coup auquel j'ai pensé là et que je n'ai pas eu le temps que j'ai pas pensé à vous dire. Je me suis dit, et dans tout mon ouvrage, vous pouvez vous le dire en le lisant, mais moi je me suis dit pendant toute ma thèse, mais où sont les femmes dans tout ça? Parce que globalement, c'est quand même que des hommes qui gèrent la municipalité, qui gèrent l'Assemblée générale des habitants, tous les participants, quand on a les rares listes de participants, ce sont des hommes, les officiers royaux, ce sont des hommes. On n'a jamais d'exception, sauf, et c'est pour ça aussi, je pense que ça m'a particulièrement intéressée, sauf dans l'Assemblée générale, je vous ai dit, les gens peuvent venir porter des requêtes. Et là, on a des femmes qui viennent et qui demandent des choses. Et comme en plus, c'est souvent pour demander la charité, on voit des pauvres femmes. Alors ça, les pauvres femmes, normalement, c'est vraiment... Elles sont complètement absentes des écrits médiévaux. Mais là, on les voit qui viennent et qui racontent leur malheur pour obtenir un petit peu de l'argent. Ce qui suppose... Alors, des fois, elles viennent elles-mêmes, des fois, elles nomment quelqu'un qui dit à leur place, ou des fois, elles envoient des lettres aussi, il y a plein de manières. Mais c'est aussi un moyen de retrouver un petit peu des femmes qui peuvent s'adresser, en tout cas, à la communauté pour demander des choses, même si, évidemment, elles ne participent pas ensuite aux prises de décision ou à la vie municipale.